Bienvenue dans Mauvaise Langue, le podcast qui vous emmène au cœur du sport de haut niveau. Je suis Nicolas Lang, basketteur professionnel, et je vais vous guider à travers les hauts et les bas d'un milieu impitoyable où chaque détail peut faire la différence. Rejoignez-moi pour partir à la rencontre des acteurs et des actrices qui définissent la performance et booster votre progression. Bonjour et bonne année 2025 à toutes et à tous. Bienvenue dans Mauvaise Langue avec déjà le 9e épisode. Comme premier invité cette année, je vais accueillir Bilal Zaghaoui, photographe super créatif. J'ai la chance de connaître Bilal depuis très longtemps et j'ai toujours adoré son tempérament, sa capacité à tout oser, à avoir peur de rien. Et ça lui a créé des super opportunités comme vous allez le découvrir dans cet épisode. C'est parti pour notre conversation avec Bilal Zaghaoui. Salut Bilal, bienvenue dans le podcast. Merci d'être avec moi. Merci Nico de m'accueillir dans ton podcast, ravi d'être là et puis ça fait longtemps qu'on se connaît donc toujours un grand plaisir de partager un moment avec toi. Ouais, moi ça fait très longtemps que je te connais, maintenant le grand public, notamment les gens sur Instagram commencent bien à te connaître également, les plus grandes stars commencent à te connaître également, mais voilà pour les auditeurs qui te connaissent pas forcément encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais, donc moi c'est Bilal, je viens de Mulhouse, je suis né à Mulhouse, j'ai vécu une bonne moitié de ma vie à Mulhouse, entre Mulhouse et Strasbourg. J'ai étudié à Strasbourg, maintenant j'ai 31 ans, le temps passe vite, et puis j'ai étudié les sciences du sport à Strasbourg. Et finalement, j'ai terminé en tant que photographe. En ce moment, je suis photographe, vidéographe, et j'ai la chance de parcourir le monde pour faire ma profession, pour réaliser des photos et des vidéos. Donc, tu vas me dire, c'est pour la suite du podcast, mais entre le sport et la photo, comment j'en suis arrivé là, c'est pour les prochaines questions. Tes études t'ont bien servi en tout cas. On verra ça un peu plus tard. Exactement. Nous, on se connaît du monde du basket. Donc voilà, maintenant comme tu disais, tu es dans la photo, mais tu es un grand passionné de basket et maintenant que tu côtoies les plus grands stars, mais tu as commencé par le basket, qu'est-ce qui te passionnait dans ce sport-là, je sais pas, des valeurs ou simplement la passion? Comment tu as commencé le basket à la base? Ouais, c'est une bonne question. J'ai fait pas mal de sport quand j'étais jeune et j'ai terminé un peu dans le basket assez tard, on va dire. Quand je rentrais, je me rappelle, quand je rentrais en 3e ou en seconde, je voyais tous mes potes qui jouaient au basket et un peu pour être toujours dans le groupe de potes, pour pas être exclu, je me suis mis aussi au basket. Et finalement, j'étais vite addict et je passais tous mes étés, tous les moments que j'avais, je les passais à un peu rattraper mon retard parce que je commençais, donc j'étais débutant à l'époque, à 15 ans, c'est pas facile, t'es dans le groupe de potes, t'es pas le plus fort, tu viens de commencer. Donc je passais tous mes étés, je me rappelle avec Sabri au Gay-Lussac, et je me saignais au basket, je faisais des shoots jusqu'à pas d'heure, jusqu'à 23h30, qui pleuvait, qui neigeait, et finalement j'étais assez fier de moi, j'ai réussi à rattraper un peu mon retard et un peu à me remettre dans un cursus club, et mon premier club c'est Lutterbach. Donc à Lutterbach, j'ai commencé à intégrer une équipe, et au fur et à mesure, j'en suis venu à rencontrer ton père, Thierry, qui m'a un peu pris sous son aile dans l'équipe senior du coup, et qui m'a mis au niveau de l'équipe senior, joué à un niveau pas trop mauvais. On a fait de très beaux matchs avec l'équipe de Lutterbach et j'en garde de très bons souvenirs. Et tu parlais du coup de jouer jour et nuit donc sur le terrain de basket à Mulhouse qui s'appelle le Gay-Lussac. C'est vrai que j'ai souvenir, et mon père, c'est ce qu'il appréciait beaucoup chez toi, que tu avais une grosse éthique de travail. T'étais peut-être pas le plus doué à la base, mais t'étais à la salle vraiment jour et nuit. Ça devient de quoi cette éthique de travail qui, je pense, te suit encore maintenant? Ouais, à la base, moi je viens d'un milieu vraiment très modeste. J'ai pas eu vraiment j'ai eu de la chance quand même parce que j'ai toujours eu un toit et à manger un toit sur ma tête et à manger sur la table. J'ai eu des parents qui sont très bien occupés de moi, mais le truc c'est que j'étais toujours dans un milieu super modeste. Donc quand je voyais des gens qui réussissaient, tu sais, qui allaient au tennis, le tennis c'était vraiment le truc de riche, tu vois. J'étais là, tous mes potes allaient au tennis, j'étais là, putain, mais je pouvais m'inscrire au tennis. Ma mère elle me dit, mais tu rêves ou quoi? Attends. Là, je vais t'emmener au foot ou je vais t'emmener à la natation, c'était déjà un truc de ouf. Donc je viens d'un milieu très modeste et ça m'a appris un peu à en vouloir un peu plus que les autres.
Donc je pense que vraiment à la base, c'est ça qui me motive. Puis juste le fait en fait d'être inclus dans un groupe de personnes, je pense que quand t'es jeune ou quand t'es ado, c'est hyper important. Donc pour rattraper mon retard, pour être inclus, pour être perçu comme quelqu'un qui fait partie d'un groupe, je devais me mettre au basket. Et quand j'allais à la salle, je me disais putain mais il faut que je rattrape mon retard. Et c'est pour ça que j'ai commencé à bosser comme un acharné pour arriver au niveau et à peu près me mettre au niveau des autres et me faire un bon groupe de potes. Et ça a bien marché finalement. Et donc à cet âge-là, au basket, tu rêvais de quoi? Tu rêvais simplement d'être voilà, adopté parmi le groupe? Ou tu te disais, bon, ben, comme beaucoup de jeunes, je sais pas, je vais aller en NBA, je vais être professionnel, ou c'était simplement vraiment de la passion et pour l'amour du jeu, tu vois? Moi, je rêvais de dunker. Moi, je rêvais de dunker. Et après, je me suis vite rendu compte que j'ai pas les fibres musculaires pour. Donc, je me suis rabattu sur le shoot. Donc, je me suis vraiment, c'était ma qualité, c'était le shoot. Et puis j'ai vite rencontré Thierry, donc ton père, qui m'a donné les bonnes bases, qui m'a un peu formé, qui m'a donné des tips. Et ça m'a vraiment encouragé à me focaliser là-dessus. Je me suis dit bon bah, si je sais faire un truc bien, faut que je le fasse bien à 120%, parce que j'ai pas mal de lacunes. Je suis pas le plus rapide, je suis pas le mec qui saute le plus haut, je suis pas enfin la stratégie, tout ça s'apprend sur le terrain, mais faut vraiment avoir un bon point fort au moins, que ce soit dans le basket ou dans la vie professionnelle. Il faut avoir un point fort que tu vas pousser au max pour que les gens ils viennent te chercher pour ton expertise, tu vois. Et ça, je me suis vite rendu compte que ça pouvait faire la différence, et c'est ce qui me donnait aussi du temps de jeu. Donc voilà. Et donc on peut dire que le basket, t'as quand même appris certaines choses qui t'ont servi dans ta vie pro, quand tu parles de cette idée de trouver un point fort et de développer par la suite, quoi. Exactement, ouais. La rigueur, c'était un truc que j'ai vite appris avec Thierry. Euh, au moindre faux pas, j'étais de nouveau sur le banc. Donc je faisais vraiment attention à tout ce que je faisais. J'ai appris aussi à manager la pression. Donc ça, c'est hyper important aussi. C'est une qualité qui se retranscrit dans la vie courante. Donc gérer la pression, comment tu gères des situations de stress quand tu as un shoot à la dernière minute ou quand tu as une grosse responsabilité. Je me souvenais qu'il me faisait pas mal confiance dans des matchs, bon c'était pas l'Euroleague, mais c'était quand même des matchs importants. Donc il me donnait du temps de jeu au moment critique, et des fois ça rentrait, des fois ça rentrait pas. Mais je me disais que c'était bien, quoi. Ça me faisait du baume au cœur d'être dans des moments assez critiques sur le terrain. De toute façon, je pense que par rapport à la pression, il n'y a pas de différence. Tant que ça te tient à cœur, je pense que c'est le même degré de pression que ce soit, tu vois, une finale NBA ou si tu joues. En fait, la pression, c'est toi qui te la mets, quoi, tu vois. Je pense qu'il y a des gars qui sont capables de jouer une finale NBA et bon, tu vois, bon, à ce niveau-là, je pense que c'est important pour tout le monde, mais important plus pour d'autres personnes, tu vois. Tu peux très bien jouer à un petit niveau et pour toi, c'est le match le plus important au monde et tu vas ressentir le même degré de pression qu'un gars qui joue une finale, tu vois, je pense. Donc, Exactement, les émotions sont similaires, donc finalement, c'est vraiment gérer ses émotions. C'est ça le truc, c'est que les gens ils voient un match de basket, mais finalement le basket ça m'a appris tellement de choses. Le sport en général, ça m'a appris tellement de choses, la détermination, la concentration, la gestion de la pression. J'ai eu vraiment la chance de démarrer de zéro et d'arriver à un niveau, un bon niveau régional. Et ça, il y a des gens qui s'entraînent toute leur vie pour y arriver, quoi. Donc voilà. t'as toujours fait plein de métiers, j'ai l'impression. Tu travaillais l'été, le week-end. Est-ce qu'à ce moment-là, tu savais déjà à peu près vers quoi tu voulais te tourner? Ou alors tu faisais tout ça simplement déjà pour l'argent de poche, l'argent, ou tu voulais tester des choses pour essayer de t'aiguiller par la suite? Ouais, bonne question. J'ai vraiment fait un peu de tout. Je me rappelle que mon premier job étudiant, c'était pareil, grâce au basket. William Sacco, un très bon pote avec que j'ai rencontré au Gay-Lussac, le playground sur lequel je m'entraînais nuit et jour. Sa mère, en fait, elle travaillait au journal L'Alsace. Et elle m'a filé mon premier job étudiant. C'était je devais répondre au téléphone pour les gens qui n'avaient pas reçu leur journaux le matin, le samedi et le dimanche. Donc c'était mon job le week-end et qui me permettait finalement de financer mes études à Strasbourg. Donc comme je te l'ai dit plus tôt, j'ai étudié les sciences et techniques des activités physiques et sportives
plus communément appelé STAPS à Strasbourg. Je connaissais pas la définition, tu vois. Ouais, voilà. Et du coup, ça m'a permis de payer ma vie quotidienne, quoi. Donc, comme je te l'ai dit, je viens d'un milieu assez modeste. Donc, mes parents, ils pouvaient pas m'assumer un loyer à Strasbourg ou me payer des frais ou des sorties ou des restos, des trucs comme ça. Même s'ils m'ont aidé financièrement, il y a pas de doute, c'est que juste, ils pouvaient pas payer tout ça. Donc, j'ai dû me trouver rapidement un job étudiant et puis je faisais les allers-retours entre Strasbourg et Mulhouse le week-end pour faire ça, quoi. Et donc en faisant STAPS, tu te destinais quoi? Plutôt prof de sport, coach sportif, donc plutôt tourné vers le milieu du sport quand même. Ouais, exactement. J'essayais, à la base, je voulais être prof de sport. Je trouvais ça hyper cool et tout. Je me dis, c'est un prof de sport, c'est génial. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et puis, je me suis vite rendu compte que finalement, il y avait pas mal d'inconvénients en étant prof. Donc, je me suis réorienté, toujours dans le sport. Je voulais être préparateur physique. Je voyais préparateur physique, c'est génial. Tu vas dans les clubs, tu vas en Champions League, tu vas bosser pour l'Asvel, tu vas bosser pour le Real Madrid et tout. Alors qu'en fait, je me suis vite aussi rendu compte que c'était réservé aux trois meilleurs préparateurs physiques mondiaux qui se retrouvent dans les clubs de haut niveau. Et le reste du temps, dans un petit club, t'es comme éducateur physique, tu sais, dans les petits clubs. Et il y avait plein de gens, même sans qualification, qui pouvaient faire ça. Et je me suis dit, je me vois pas finalement pousser dans le sport si loin, quoi. Donc voilà. Ok, et donc après tu te tournes vers quoi parce que est-ce que du coup tu te dis pas c'est une perte de temps, j'ai fait des études et au final ce vers quoi je tendais, il faut que je pivote maintenant. Exactement, donc en gros quand j'ai réalisé que je voulais plus travailler dans le sport de haut niveau ou en tant que prof de PS, ni dans l'éducation spécialisée, c'est aussi une caractéristique de STAPS qui te permet de faire tout ce qui est aide au handicap et tout. Je me suis rendu compte que fallait que je trouve un autre plan. Et j'ai eu l'intelligence quand même de partir à l'étranger pour terminer ma licence STAPS. Donc ça m'a permis de faire un échange en Australie. Et ça a développé mon anglais. C'est une qualité qui est très importante parce que maintenant je travaille 99% du temps en anglais. Donc quand je suis revenu, je me suis posé les bonnes questions. J'ai continué 1 an de master en STAPS à Lyon. Et là, j'étais vraiment perdu. C'est là qu'on avait reconnecté aussi. Donc, j'ai passé voir tes matchs à l'Asvel, tout ça. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais foutre de ma vie? Et j'ai eu l'intelligence, à l'époque, mon ex-copine qui était à Bordeaux, en école de commerce. Elle m'a dit, tu devrais peut-être considérer de faire un master en business. Et je lui dis, écoute, pourquoi pas. Et de nouveau, ça coûtait assez cher. Donc j'ai dû un peu trouver les fonds, travailler nuit et jour en tant que Deliveroo pour un peu avoir de l'argent de côté, pour me payer cette formation-là. Et j'ai réussi à faire la transition et à me retrouver à Bordeaux dans une école de commerce bien renommée. Et ça, c'était le tremplin vers la suite. Je me souviens à Lyon encore, quand Tony Parker était le président, enfin quand je jouais à l'Asvel et qu'il était président, on se disait encore avec des potes, Bilal, vu son tempérament, il est capable un jour d'être avec Tony Parker, vu qu'il a peur de rien, etc. Et au final, maintenant que j'y pense, je me dis, t'as fait encore mieux en fait, tu vois. Mais on parlera un peu de ton tempérament plus tard, mais c'est vrai que c'est marrant de repenser à ça. Et donc tu vas à Bordeaux, donc en école de commerce. Et Deliveroo, c'est bon, physiquement ça devait quand même être assez chaud de cumuler une école de commerce avec tout le travail que ça engendre, plus les extras à côté, quoi. Ouais, exactement, ouais, c'était vraiment... bon, j'avais de la chance, niveau financier, je m'en sortais pas mal parce que je vivais avec ma copine à l'époque. On avait un appart pas trop cher et bien placé. Niveau qualité de vie, c'était vraiment génial. Mais le truc, c'est que je devais charbonner le soir après les cours de 16h à minuit. Je me tapais des shifts de malade. Et finalement, ça m'a permis de me faire un salaire, je sais pas, je devais faire peut-être 2000 € par mois quand même, en étant étudiant. Et ça me permettait de payer mon école qui me coûtait genre, je sais pas, 1250 € par mois, tu vois, afin de joindre les deux bouts, tu vois. Et ça, heureusement, j'ai eu la chance, comme je te l'ai dit, de vivre à Bordeaux pour pas trop cher. Et ça m'a permis un peu de financer mon école et de vivre des expériences assez cool finalement, parce que l'école de commerce m'a permis de faire mon premier stage professionnel à Barcelone. Et ça c'était encore rien à voir. C'était un truc, une boîte d'emailing. Okay. Donc je faisais de l'email marketing. Et en gros, on avait des clients genre Peugeot qui devaient promouvoir une voiture. Et donc, ils te faisaient un mail que tu devais distribuer à
une base de données d'emails de potentiels clients. Et donc ça, j'ai fait ça pendant 6 mois. Et ça, c'était mon premier stage professionnel dans un office, enfin dans un bureau. Et finalement, c'était pas ouf du tout, franchement. Je traînais les pieds pour y aller, mais ça m'a quand même appris la rigueur, ça m'a appris l'espagnol, ça m'a appris à habiter, à vivre encore dans un autre pays à l'étranger. C'était aussi un moment où finalement tu te retrouves en Espagne, tu connais personne, et c'est encore une autre épreuve pour t'adapter. Et ça, c'est aussi une compétence qui va revenir plus tard dans notre discussion. Ouais, toujours s'adapter, quoi. Ouais. Et donc, tu sors avec un master de l'école de commerce? Ouais, exactement. Donc, je finis mon master finalement dans mon dernier stage. Donc, j'ai fait 2 ans d'école de commerce. J'ai fait mon stage à Barcelone. Et pour finir mon master, j'ai écrit ma thèse pendant mon dernier stage en Afrique du Sud. Et avant de partir en Afrique du Sud, je postulais à des jobs. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je trouve pas d'annonce et tout. Et je me dis, bon, pour quelle boîte j'aimerais bosser? Et je me suis vite rendu compte que j'aimerais bosser pour une boîte genre Adidas ou Nike. Donc je vais sur internet, je trouve toutes les offres qui pourraient matcher, je postule. Et je me dis, bon c'est une offre comme une autre, ils vont jamais me contacter. Mais bon, une bouteille à la mer, on verra. Et quand j'arrive en Afrique du Sud pour faire mon dernier stage, 2 ou 3 semaines après, je reçois un appel. Faudrait que tu prennes l'interview pour Adidas. J'ai passé tout le process. Et ils m'appellent, ils me disent ok, c'est bon, t'es embauché, tu commences en octobre. On était en mai. Et du coup, ça me laissait le temps de terminer l'Afrique du Sud et de rentrer pour prendre mon job à temps complet chez Adidas. Donc voilà. Il y a pire comme premier taf. Ouais, j'y croyais pas, c'était assez incroyable comme expérience. Et finalement, l'un dans l'autre, j'ai quand même réussi à faire le lien entre le sport et le business. Ouais, c'est vrai. Parce que un point fort, le point fort de mon CV, c'était que j'avais étudié les sciences du sport. Donc j'avais tout cet aspect un peu technique du sport et j'avais fait une école de business. Donc j'avais réussi à faire le lien et à me retrouver dans une boîte qui fait les deux, quoi. Ouais, donc voilà. Et donc tu vas habiter en Allemagne sur le campus Adidas? Exactement, donc je termine mon stage en Afrique du Sud et là je rentre en Allemagne, je m'installe à Nuremberg. Pareil, Nuremberg, j'ai jamais été à Nuremberg. Enfin, j'étais passé à Nuremberg rapidement, mais je me suis jamais dit que j'allais terminer là. Donc, j'atterris à Nuremberg. Et le point fort de Nuremberg, c'est qu'il y a énormément d'internationaux. Donc, c'est assez facile de s'adapter, de s'intégrer. Le campus Adidas, c'était complètement dingue. Tu arrives là-bas, c'est une mini-ville, c'est un grand campus avec des infrastructures vraiment géniales. Donc, c'était assez stimulant. Et comme dit, j'étais pas lâché dans la nature, j'étais vraiment dans un trainee programme, comme ils appellent ça. Et c'est vraiment un programme qui te permet de te former à plein de différentes disciplines. Donc changer de taf tous les 6 mois, changer d'équipe tous les 6 mois. Ça doit être super intéressant, ça. Ouais, c'était hyper intéressant. J'ai rencontré plein de gens hyper intelligents, hyper sympas qui m'ont vraiment montré la voie. Et comme dit, quand tu viens dans une boîte, tu connais rien, tu sais pas, comment est-ce que tu fais du marketing digital à Adidas. Donc finalement, ce programme-là, ça m'a permis de faire 5 rôles différents dans différentes équipes. Et ça m'a vraiment formaté en mode ah ouais, d'accord, ok, c'est comme ça que les grosses boîtes y travaillent. Et ça m'a servi énormément pour ma carrière actuelle parce que ça m'a permis vraiment de comprendre comment les grosses boîtes, elles gèrent pas forcément que les produits, mais aussi les contenus, comment elles communiquent avec les agences, quelles sont leurs attentes. Donc voilà, j'ai travaillé 3 ans et demi chez Adidas. Et donc à la fin de ces 5 différentes équipes dans lesquelles tu passes, tu sais à peu près, ou est-ce que tu sais exactement vers quel rôle tu veux te tourner, ou alors c'est eux qui décident pour toi, ou alors tu es un peu encore dans le flou, tu te dis Adidas c'est une belle boîte, mais je sais pas exactement, tu vois, ce que ça va être mon vrai rôle, quoi. Bonne question. Écoute, moi je suis rentré chez Adidas et je me suis dit, j'ai terminé ma vie ici, c'est incroyable. Attends, ils me payent, je suis sur un campus de ouf, ils me payent très bien. Ça ressemble à quoi le campus exactement? Le campus, c'est vraiment un espèce de. C'est une mini-ville dans la ville. Donc je crois qu'il y a 8000 personnes qui travaillent sur ce campus-là. Après le Covid, c'était vraiment. Enfin,
T'avais un peu il y a beaucoup de home office maintenant, mais avant le Covid, c'était 8000 personnes sur le campus. T'as des terrains de basket, t'as des grands réfectoires, restos hyper stylés, tu manges hyper bien, t'as des cafés partout, t'as des terrains de paddle, un terrain de foot. C'est d'ailleurs là qu'il y a les summer camps pour Arsenal, pour l'équipe d'Allemagne, pour les équipes de foot qui veulent avoir des mises au vert, tout ça. On les accueille sur le campus, donc il y a toujours un truc qui se passe sur le campus. Il y a toujours un athlète qui vient faire une petite conférence, faire une démonstration ou récupérer du matos. Donc finalement, ça m'a assez stimulé. Et j'avais toujours ma petite caméra avec moi, tu vois. Ouais. Donc je documentais un peu mon expérience, je montrais un peu, déjà sur mes réseaux un peu, je montrais un peu. C'est une chance inouïe d'être sur. Tu devais avoir le cerveau en ébullition là. Ah ouais, c'était vraiment ouf, ça m'a ouvert l'esprit. J'ai rencontré. Il y a la possibilité en fait dans une boîte comme ça. T'es dans une équipe, mais finalement, le but, c'est de connecter avec un maximum de personnes. Donc, on avait toujours 2 ou 3 coffee chats dans le schedule de la semaine. Et en fait, ça te permettait de rencontrer de nouvelles personnes pour avoir de nouvelles opportunités professionnelles ou même amicales. Je me suis fait plein de potes comme ça, tu vois. Genre, je voyais un job qui m'intéressait, je leur écrivais un petit message sur Teams, je leur disais, écoutez les gars, écoute, j'aimerais trop revoir ce que tu fais, j'aimerais trop te rencontrer pour que tu me parles un peu de ta discipline. Et finalement, ça m'a ouvert les yeux sur un environnement de travail hyper sain. Donc, c'est vraiment pas un environnement de travail où t'es assis derrière ton bureau et puis que t'attends que ça se passe, tu vois. Et j'ai l'impression que toi, t'es plus un solitaire, tu vois, dans ta façon de bosser. Là, on te voit souvent, on en parlera plus tard, mais on te voit souvent seul. Et là, t'es vraiment dans un vrai esprit de groupe, tu vois. Comment t'as géré ça, le fait d'être vraiment un travail d'équipe, mais avec vraiment beaucoup de monde? Ouais, à la base, même dans les interviews Adidas, c'est assez poussé parce que tu dois aller sur le campus. Après, ils te mettent dans un groupe. Ils regardent comment tu communiques, comment tu partages tes idées, en fait. Donc, en gros, dans un groupe, faut pas imposer tes idées. Faut vraiment prendre en compte l'avis de tout le monde et puis rapporter ta pierre à l'édifice et un peu consolider tous les inputs. Et ça, c'est vraiment un critère assez important. Avant d'être embauché chez Adidas, ils regardent comment tu te comportes en groupe. Okay. Donc les skills de groupe, je les avais déjà, et puis j'avais étudié ça aussi à l'école de commerce, t'apprennes à travailler en groupe. Mon école de commerce c'est différent, il y en a toujours un qui travaille plus que les autres. C'était pas toi ou... Pas tout le temps. Parfois, mais pas tout le temps. Sur le Deliveroo en train de faire les devoirs. Parfois c'était Deliveroo qui passait au-dessus, mais ouais. Mais du coup, finalement, la transition avec la création de contenu, s'est faite assez facilement parce que si tu sais travailler en groupe, tu sais aussi travailler tout seul. Quand tu travailles à ce niveau-là dans le business, tu sais te débrouiller tout seul. Donc ouais, moi j'ai jamais eu peur de travailler seul, même au niveau des voyages et tout. J'hésitais jamais à partir en vadrouille à droite à gauche par moi-même. J'ai toujours réussi à m'adapter, que ce soit en Australie, pendant mes stages à Barcelone ou en Afrique du Sud. Je me suis toujours retrouvé assez seul, et cet esprit solitaire, j'apprécie être en groupe, mais j'ai toujours eu cet esprit un peu solitaire qui me dérange pas d'être seul avec moi-même, tu vois. Mais tu vois, en parlant de cet état d'esprit, j'ai l'impression que tu as toujours eu, à tout Mulhouse et au courant, que tu es un débrouillard, mais que tu as aussi peur de rien. On pourrait te mettre sur Mars, tu te ferais des potes, tu vois. Ouais. D'où ça te vient, cet état d'esprit de toujours... Enfin, tu sais, t'as vraiment peur de rien, quoi. Ouais, écoute, je pense que c'est le voyage, honnêtement. Hein, j'ai jamais pris l'avion avant 21 ans. Ok. Donc en gros, l'avion, enfin, j'allais au Maroc avec ma famille pendant les vacances en voiture. On faisait Mulhouse-Marrakech en voiture. Ah ouais, combien de temps ça mettait? Ça mettait 3 jours, quoi. C'était le road trip familial annuel. J'ai fait ça pendant 10 années de suite ou 15 ans de suite quand j'étais jeune. Et finalement, ça c'était le seul voyage que je connaissais. L'Espagne et le Maroc. Et à 21 ans, quand j'ai eu l'opportunité d'aller en Australie, c'était Mars pour moi, l'Australie, tu vois. Donc j'ai pris mon billet d'avion, je prends l'avion, j'atterris là-bas, je connais personne. Et j'en profite aussi pour m'arrêter en Asie du Sud-Est, la Thaïlande, le Cambodge. Je découvre un nouveau monde, Bali. Et c'est la première fois que je me débrouillais vraiment tout seul à l'étranger. Et ça m'a vraiment appris enfin, c'était hors dehors de ma zone de confort. Et au fur et à mesure, j'ai appris à communiquer avec des étrangers, à communiquer avec des gens que je connais pas. Faut que tu te fasses des potes, faut vraiment que tu sois, enfin, t'es tout seul dans un environnement étranger. Donc c'est ça qui a un peu formé cet esprit de
de débrouillardise et puis de connexion avec des gens que je connais pas forcément, tu vois. Et là, quand tu habites en Allemagne, donc sur le campus, est-ce que c'est vraiment l'Allemagne ou alors c'est le campus, c'est un peu un monde à part? Tout le monde doit parler anglais, je suppose. De toute façon, les Allemands parlent très bien anglais en général. Mais comment tu juges ton expérience, voilà, d'avoir habité en Allemagne, sachant qu'on vient d'Alsace, c'est peut-être un peu, je sais pas si c'est similaire ou pas, mais comment tu as jugé ton expérience en habitant là-bas? Pour être honnête, c'était pas trop dépaysant. L'Allemagne, comme tu dis, on vit en Alsace, donc on peut y aller en tram de Strasbourg en Allemagne. Donc ça va faire. Enfin, j'ai vécu pendant 20 ans à côté de l'Allemagne. Donc sur le campus, c'est très international. Il y a 45% d'Allemands qui travaillent pour Adidas. Donc forcément, tu entends des discussions en allemand. Il y a certaines communications qui se font en allemand par mail. Qui reste la langue numéro 2, je dirais, parce que la langue numéro 1, c'est l'anglais. Donc tout le monde communique en anglais. C'est ça qui fait que forcément j'ai pris quelques cours d'allemand pour un peu me mettre au niveau. Non, j'ai un allemand vraiment très basique. J'ai pas poussé l'apprentissage, mais tu peux très bien te débrouiller juste avec de l'anglais à Nuremberg. Et puis dans les grandes villes, tout le monde parle très bien anglais. Donc finalement, en Allemagne, tu peux très bien te débrouiller juste avec de l'anglais. Ok. Donc jusqu'à présent, t'as fait STAPS, t'as fait une école de commerce. T'as bossé plusieurs métiers chez Adidas, mais à part quelques photos sur Instagram pour ton kiff personnel, c'est pas ton métier. À quel moment maintenant tu passes de tout ça et tu te dis tiens je vais me lancer, je vais faire photographe professionnel? Ouais, écoute, je pense que c'était un jour, il y avait un gros événement sur le campus et il y avait une agence de prod qui est arrivée sur le campus. Et je suivais ce mec-là qui avait cette agence en Allemagne depuis un moment. Et je trouvais trop cool. Il faisait des trucs trop stylés. Il voyageait à droite à gauche. Je me dis putain mais en fait c'est trop stylé cette vie-là. Tu vois, je me dis j'aimerais bien y arriver à un moment. Et j'ai connecté avec lui. On allait dîner tout ça. Il m'a invité sur pas mal d'événements. J'ai pu un peu connecter avec tous ces employés. Et tous ces employés étaient hyper jeunes aussi, donc même plus jeunes que moi, tu vois. Donc le courant est très vite bien passé. Je les ai dépannés sur pas mal de projets et ils ont grave kiffé ce que je faisais, donc finalement ils commençaient à m'envoyer des petites missions, tu vois. Je me suis dit bon bah il y a peut-être un truc à faire. Et en parallèle de ça, sur le campus d'Adidas, il se passait toujours des trucs de fou, que ce soit Pharrell qui vienne donner une conférence, que ce soit David Beckham qui vient récupérer un colis, ou enfin un colis de ses nouvelles baskets ou de ses nouveaux accessoires, soit l'équipe d'Allemagne qui s'entraîne pour sa mise au vert. Et j'ai eu l'intelligence quand même de toujours avoir ma caméra avec moi et un peu de faire le reporter sur le campus. Et finalement, je postais mes photos sur LinkedIn, je postais mes photos sur Instagram, et tous les employés, tous mes collègues, ils voyaient ça, ils disaient putain, c'est cool, t'as quand même du talent, tu vois, c'est sympa. Et tu le savais avant ça? Ou c'est qu'à ce moment-là, et quand on te donne le feedback que t'as du talent, tu te dis ah, ouais, pourquoi pas? En fait, à partir du moment où on me dit t'as du talent, je me dis bah faut pas que je m'arrête, tu vois. Ouais. Donc je me dis écoute, il y a peut-être un truc à faire. Donc je saisissais toutes les opportunités pour créer des contenus sur le campus d'Adidas. Et je me rappellerai toute ma vie, genre, de ce moment-là, il y avait Donovan Mitchell qui était venu sur le campus pendant 2 ou 3 jours et pour quelques événements, pour animer le campus. Je me dis, putain, il faut que je le trouve. Et je le trouvais nulle part sur le campus. Et donc, sur le campus, il y a des vélos pour se déplacer. Donc, je me souviens, je finis ma réunion à midi et j'avais bloqué un espace de 2 heures. Pour le chercher. Pour le chercher. Voilà. Donc, je finis midi, je descends, je prends un vélo et je ratisse le campus Adidas. Tu vois. Donc, je cours, je me dis, je m'en fous, j'ai pas besoin de manger, faut que je trouve Donovan Mitchell. Et partout, là, je cherche. Et je cherche pendant 1h30 le mec. Je dis bon bah c'est mort, je le trouverai pas. Et je me dis bon bah il me reste une demi-heure, je vais aller manger et puis je vais retourner au taf. Il a la cafette. Et je vais retourner au taf. Et je me pose, je m'assois, je mange et je reçois un message sur Instagram et d'un mec qui est allé au gym. Et il m'envoie un message, il dit mais t'es au courant qu'il y a Donovan Mitchell sur le campus, il est en train de s'entraîner à la salle de sport, tu devrais aller prendre 2-3 photos. Là, je lâche mon plateau.
Je cours à la salle de sport et j'arrive, je me pointe à la salle de sport et la réceptionniste, elle me dit ah, désolé, le gym il est pas accessible. Il y a Donovan Mitchell qui s'entraîne, enfin En privé, quoi. en privé. Je dis mais c'est moi le photographe de Donovan Mitchell. Elle dit ah, je savais pas qu'il y avait un photographe aujourd'hui, mais bon, pas de souci, je vous emmène voir son manager et vous discutez avec lui. Et elle m'emmène voir son manager. Et le manager, il me dit ah, on n'avait pas prévu ça, mais s'il peut m'envoyer les photos dans la demi-heure, pas de souci, il peut prendre les photos. Et je lui dis ouais, pas de souci, je te l'envoie en 15 minutes et tout. Et le mec, il dit bon, bah vas-y. Et là, pareil, j'étais à 50 cm de la tête de Ad Mitchell. J'envoyais plein de photos, je faisais des vidéos, des trucs. Je suis resté 15 minutes avec lui. Je l'ai checké, il m'a dit ah merci, ça fait plaisir et tout machin. Et puis je suis rentré, j'ai édité des petites photos, je lui ai envoyé, il a posté direct et j'étais là. Putain, yes, j'ai réussi à avoir Donovan. Mais tu vois, ça, ce genre de. C'est de la débrouillardise, mais est-ce que tu penses que c'est de la confiance en toi, ce tempérament, ou c'est simplement, bah, écoute, tu te poses pas de questions, ça passe ou ça casse, c'est pas ton problème, tu vois? Écoute, des fois je réfléchis et je réfléchis pas en même temps, tu vois. Je me dis mais qu'est-ce qui va arriver si je me fais choper, tu vois. Ouais. Au pire, il me dit ah, t'es pas le photographe de Donovan Mitchell, t'es un mytho, t'as pas le droit d'accès. Et Ouais. après, il te renvoie. En fait, t'as tout à gagner Ouais. et t'as rien à perdre. Ouais, c'est vrai. Finalement, t'emmerdes personne, Enfin, si, t'embêtes quelques personnes, t'embêtes la sécurité, tu vois. Mais finalement, quand tu regardes, le risque en vaut clairement la chandelle Ouais. de faire un peu l'imposteur pour arriver à tes fins. Donc, je me dis toujours que ça vaut le coup et que j'aurais plus de regrets à ne pas tenter que à me faire choper. Et puis, le pire qu'ils puissent dire, c'est bah non, t'as pas le droit d'accéder. Et puis, tu retournes à ta vie normale, quoi. Toi, t'as vraiment le caractère ultime pour prendre les shoots de la victoire, hein. Ouais. Je tente et au pire. Au mieux, je suis un héros, au pire, tant pis, hein. Ouais, c'est un peu ça, ouais. On passe à autre chose. Et tu penses que c'est des qualités que tu as toujours eues, ou alors tu les as acquis, genre justement avec l'expérience, en tentant une fois, ça marche, bon tu dis bon c'est passé, je retente. Écoute, moi j'étais toujours un peu le mec marrant, tu vois, que ce soit au collège, le truc, je faisais toujours des. J'étais assez, j'étais assez ouvert, tu vois. Donc je me dis que surtout avec l'appareil photo, en fait ça c'est un outil qui te permet d'aller vers les gens, tu vois. Il y a toujours un prétexte quand tu as un appareil photo. Ah, je peux prendre une photo de toi, ça te permet de vraiment accéder à pas mal de discussions, d'ouvrir pas mal de sujets avec les gens, à parler aux gens que tu connais pas. Donc à partir du moment où j'avais cet appareil photo en main, c'était un peu la clé pour tout. Donc je me disais mais en fait que ce soit pour parler à une fille ou que ce soit pour parler à une superstar, bah, en fait il y aura toujours l'appareil photo entre nous deux, tu vois. Donc ça c'est vraiment un espèce de tremplin qui te permet d'ouvrir la discussion. Et toujours un prétexte pour accéder à quelque chose. Et finalement, c'était la clé à tous mes succès, on va dire, d'avoir un appareil photo en main et de pouvoir me glisser ou me faufiler dans des événements, dans des campagnes, dans des behind the scenes, dans des trucs, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est à quel moment où tu switches totalement et tu as quitté Adidas? Tu travailles encore pour eux de temps en temps, mais tu quittes Adidas et tu te dis bon allez, je me mets à mon compte, sachant que tu as quand même une belle situation. C'est quand même risqué au final, non? Ah ouais, c'était pas facile, hein. T'as tous les avantages Adidas, t'es à 60K par an, tranquillement sur un... Il peut rien t'arriver chez Adidas. À part si tu fais une grosse faute professionnelle, ou à part si vraiment il y a un gros plan de licenciement, mais il n'y avait pas de plan de licenciement dans le digital, parce que pendant le Covid, tout ça, le digital, c'était vraiment ce qui maintenait la boîte à flot. Donc tout ce qui était digital, c'était vraiment la planque pendant jusqu'à ta retraite. Donc pour quitter un taf comme ça, c'est pas facile. Mais finalement, j'avais réussi un assez beaucoup. Juste avant de partir, j'avais fait un documentaire sur un designer. Et je l'avais suivi dans les archives, dans les salles de testing avec les gros robots pour les chaussures. Il dessinait les chaussures, je l'avais suivi, j'avais fait des photos, vidéos. Et ce reportage-là, je l'avais édité. Il a été retransmis sur tous les écrans du campus avec mon nom dessus. Et je crois que j'avais gagné 1000 ou 2000 connexions LinkedIn grâce à ce documentaire. Et là, tout le monde savait que c'était moi le mec qui faisait du contenu sur le campus Adidas. Et j'étais invité sur pas mal de shoots encore. Et je me suis dit, là, je commence à avoir pas mal de demandes. C'est peut-être le moment pour faire la transition. Et j'avais en vue la Coupe du Monde au Qatar
Ok. Et j'avais trop envie d'y aller, j'avais trop envie de faire des photos là-bas. Et quand j'ai quitté Adidas, 1 mois et demi après, ils m'appellent et ils me disent bon bah tu vas au Qatar pour faire les photos. Donc ça c'était une belle victoire. Et donc là, à ton compte ou t'es encore employé d'Adidas à ce moment-là? Là j'étais à mon compte. En gros j'avais quitté Adidas en septembre et il y avait la Coupe du Monde au Qatar en octobre début novembre, ouais. Ok, et donc après ça, tu peux faire toute la création de contenu que tu veux pour Adidas, ben, s'ils font appel à toi, mais aussi pour des autres marques. Et combien de temps après, t'es contacté par Roger Federer? Ouais, alors du coup, pareil, la Coupe du Monde, c'était un beau tremplin. Ça a permis de mettre en lumière un peu mon travail. Je crois que j'étais encore à 5000 followers à l'époque, Ouais. tu vois. J'étais pas très connu, mais les gens qui me connaissaient, ils savaient que je faisais du bon travail. Donc finalement, j'ai fait la Coupe du Monde. Après, j'ai fait pas mal d'autres projets perso. Je voulais vraiment faire de la fashion aussi, donc j'allais au Fashion Week. Je faisais du street style, tout ça. Et un jour, T'y allais par tes propres moyens ou t'étais invité? ah non, non, j'y allais vraiment tout seul. Hein. Je Ok. bookais des hôtels. C'était vraiment toujours ric-rac. Je payais des sommes astronomiques pour être là-bas, quoi. C'était 1000 balles la semaine d'hôtel. Fallait être logé, te nourrir tout seul et puis faire du street style jusqu'à ce que tu te fasses remarquer par des influenceurs qui te donnent l'opportunité d'accéder au show. Et c'est comme ça un peu que tu perces dans la fashion. T'avais ces codes-là? Enfin, t'as eu un mentor qui t'a un peu expliqué ça? Ou alors c'est vraiment, t'as appris sur le tas et tu te dis, bon allez, je vais tester, je tente un truc et on regarde ça passe, quoi. Bah, je suis assez observateur, donc je voyais un peu comment ça fonctionnait la Fashion Week. Je regardais sur Insta et je voyais que les photographes qui perçaient ou qui avaient du boulot, bah, c'était ceux qui commençaient dans la rue. Donc c'est carnaval Paris pendant la Fashion Week, donc ça te donne matière à photographier. Donc le but c'est de photographier un max de trucs cool et de taguer les influenceurs. Et quand ils te remarquent, bah, ils te demandent les photos. Ensuite, ils repostent. Et après, si les marques elles aiment ton travail, et ben elles vont te contacter pour pour que tu shootes leur événement. C'est beaucoup plus long que ça, mais en gros, c'est la logique de la Fashion Week. Tu vas là-bas, n'importe quel photographe, amateur, débutant, confirmé, il est dans la rue, tu vois, Ok. jusqu'à ce qu'il réussisse à percer. Et quand tu perces, ben là, tu te fais inviter au show, t'es payé pour documenter les shows à Paris, à Milan, tout ça. Ok. Donc, voilà. Et toi, c'est quoi la première célébrité qui vraiment t'a pas donné ta chance, mais qui, quand t'as pris la photo, tu vois, qui t'a tagué et qui t'a vraiment boosté? Ouais, je crois que la première grosse personnalité, c'est une influenceuse allemande qui est vraiment très connue. Elle s'appelle Caro Dor. C'est une des plus grosses influenceuses fashion en Allemagne. Elle a, je crois, 4 millions ou 5 millions de followers. Et elle m'avait donné rendez-vous dans son hôtel, dans le hall de son hôtel, pour shooter son look avant qu'elle aille chez Louis Vuitton. Ok. Et elle m'a donné, je crois, 3 minutes. Elle m'a dit ça va durer 15 minutes. Je suis arrivé, le temps qu'elle descende, le temps qu'elle finisse. Il y a toujours du retard. Donc elle est descendue, elle est sortie de l'ascenseur. Elle s'est posée sur la chaise, sur un sofa. Elle m'a dit hop, ça commence, t'as 3 minutes. Bam, bam, bam. Viens, on va contre le mur là-bas. Tu me prends en photo là-bas. Clac, clac, clac. Ok, mon taxi est arrivé. Ciao. Ciao. J'étais là. Waouh, ok, c'est comme ça que ça marche. Quand on parlait de pression avant. Exactement, quand on parlait de pression, et surtout avec le flash, tu vois, Ouais. le flash, il faut faire des test shots, des trucs, des machins, et en fait, faut travailler vite, tu vois. Ouais. Donc là, j'étais hyper fier de moi parce que j'avais réussi à sortir des belles images, et elle a regardé les images, elle a dit, ah, c'est hyper cool, t'as vraiment réussi à faire de 3 minutes un truc vraiment cool. Donc demain je te redonne une chance et on aura un peu plus de temps. Et le lendemain elle m'a filé 10 minutes, tu vois. Mm. Et là on avait un peu le temps de se balader dans la rue. Et là je lui avais fait des vidéos, pareil, ça s'était vu pas mal. Et à partir du moment où elle avait posté ces trucs là, bah plein d'influenceurs plus petits du coup, ils m'ont contacté parce que ces influenceurs là ils ont besoin aussi de contenu et eux ils sont prêts un peu à payer, tu vois. Et je me rappelle que à ma deuxième Fashion Week j'avais déjà réussi à rembourser mon hôtel, à rembourser mes frais pour la semaine, mes transports. Donc tu voyais le potentiel. Ouais, je voyais à quel point ça pouvait aller vite en fait. Ouais, ouais. Et voilà, et pour en revenir à ça, bah, une fois que On Running, la marque de running De Roger, suisse, Fe- ouais, de de Roger Roger Federer, Federer. bah, il m'avait un peu contacté, il m'avait un peu sondé pour voir si j'étais dispo en décembre. Et juste deux semaines avant le shoot, il m'appelle et il me disait ouais, bah, ça va être Roger Federer. Et quand j'ai entendu ça, j'y croyais pas, quoi. Et ça me fait penser avant quand tu parlais que tu pouvais pas faire du tennis. Ouais, c'est ça. Et le destin, c'est fou quand même, parce que tu te dis, attends, ta mère, elle te disait quoi, la licence, elle est trop chère, et là, tu vas shooter le plus gros tennisman de l'histoire, enfin, plus ou moins, tu vois.
Mais t'as réalisé sur le coup ou alors pour l'instant t'étais en mode vraiment dans le rush et genre je sais pas, il me faut 15 jours, faut que je sois prêt, tu vois, ou alors tu commençais déjà à savourer en disant c'est bien quoi. Là, c'était une histoire de fou, j'y croyais pas. On dit après, ça fait 3 mois que je suis que je suis au chômage, enfin que je fais mes contenus par moi-même. Et là, on m'appelle pour shooter Roger Federer. Donc je me dis c'est quand même fou. Alors que en école, en Staps, j'étais assis à côté de un très bon pote à moi. Il s'appelle Maxime. Il est instructeur de tennis dans le sud de la France maintenant, dans la Mouratoglou Academy. Ok. Et lui, c'était le fan ultime de Federer. Roger Federer. Genre, il a réussi à l'attraper une fois en sortant. Il sortait d'un match. Et il a réussi à. Je sais pas s'il a fait une photo avec lui ou quoi. Mais quand je lui ai dit que j'allais passer la journée avec Roger, le mec, il m'a envoyé 1 million de messages. Il était là, mais comment t'as fait, comment tu fais ça et tout, c'est incroyable. J'y crois pas. Pourquoi toi? Alors que t'en as rien à faire du tennis. Alors que t'en as rien foutu du tennis. Alors que j'ai toujours été un fan de sport finalement, Ouais. tu vois. Mais c'est vrai que qu'on me file Roger sur un plateau comme ça, c'était fou. Et puis le jour de la rencontre, bah en fait, on avait préparé le brief tellement précisément. C'était assez difficile de louper, la prod. Mais ouais, c'était un très très bon souvenir. Et alors la rencontre, t'en gardes quoi? C'est quel genre de personnalité il a parce que là quand même on parle d'une légende pas du tennis mais du sport en général quoi. Franchement, je m'attendais pas à ça. Moi. Je m'attendais à ce que ce soit un mec avec 10 assistants. Tu sais, il y a des influenceurs qui ont plus d'assistants que Roger Federer. Hein, des influenceurs tout petits, tu vois, qui ont 3 coiffeurs, 2 make-up artistes. Roger Federer, il est venu juste avec, il est venu avec son père et il est venu avec son coiffeur et qui lui remettait ses cheveux à chaque fois, tu vois, pour s'assurer qu'il ait la bonne tronche à la caméra. Mais le mec, il est arrivé à 7 heures sur le court de tennis. Et il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Il a dit alors qu'est-ce qu'on commence par quoi? Et du coup je lui ai expliqué le brief. Et je me rappelle qu'après chaque mot, il y avait dans ma tête ça fusait. J'ai dit je suis en train de parler à Roger Federer. Je suis en train de parler à Roger Federer. Et finalement j'étais tellement dans mon truc, j'avais tellement révisé mon script que que ça sortait tout seul, tu vois. Genre et il me dit bah, c'est super clair et tout. Ben merci. Et à chaque fois que je lui disais je lui donnais une instruction et je lui demandais du coup ça c'est ce que je te demande de faire. Mais comment est-ce que toi tu le ferais? Et lui, à chaque fois, il me dit ah ouais, c'est une bonne idée. Ben, écoute, moi, je fais plutôt comme ça, je fais plutôt comme ça. Finalement, on a hyper bien collaboré et la journée, elle est passée à une vitesse éclair. Donc, il y avait jamais de pression, il y avait jamais de waouh, ce mec-là, c'est quand même la légende du tennis ultime. C'était toujours bon enfant et j'ai vraiment apprécié la journée. Le shoot s'est très bien passé, le résultat a été exceptionnel. C'était la vidéo, la campagne la plus vue de On Running à l'époque. Bon, maintenant ils ont Zendaya et tout, tu vois, donc je pense que ça a dû, performer. Ils peuvent te rappeler pour elle du coup. Ouais, peut-être, hein. Ça serait cool. Mais ouais, c'était un très bon souvenir. Et surtout, je pense gros coup de boost pour toi par rapport à ça, non? Ah ouais, clairement. Quand les gens ils ont vu que j'étais avec Roger, là c'est passé déjà au niveau. Tu l'appelles Roger maintenant. Ah Roger, ouais, franchement c'est ça. Et c'est quoi ton meilleur souvenir dans la prod quand on me demande ces jours-là quoi? C'est vrai. Tu te dis j'ai passé la journée avec Roger Federer. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens ils le voient pendant une demi-seconde quand il passe tu sais entre les matchs, mais passer une journée, le mec c'est légende du tennis. Il est milliardaire, un des seuls sportifs milliardaires, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de sportifs qui sont milliardaires. Avec t'as Michael Jordan, t'as Roger Federer, t'en as quelques autres. Ouais. Mais j'étais assis sur un banc. À la fin, on a pris une photo. Lui et moi, on était assis sur un banc. Je me rappelle les jambes croisées, en mode avec un grand sourire. Et j'étais là, je regarde la photo. Je dis, c'est la meilleure. Elle était un peu floue parce que mon pote, il a pris la photo à l'arrache. La photo un peu floue, mais cette photo, c'est une des plus belles photos de ma vie, quoi. Assis sur un banc avec Roger Federer. Et au-delà de Roger Federer, que tu as dit c'était ta plus belle rencontre, quel sportif ou personnalité t'ont marqué, que ce soit dans le moment avec eux, mais je sais pas, tu as aussi l'occasion de rencontrer des grands athlètes, s'entraîner. C'est lesquels qui t'ont le plus marqué? Écoute, c'est une bonne question. J'ai travaillé avec pas mal d'athlètes. J'ai eu la chance aussi de faire les championnats d'Europe, les championnats du monde d'athlétisme à Budapest l'an dernier avec Adidas. Et ce qui est ouf, en fait, c'est qu'ils ramènent tous les athlètes sur un plateau. Donc, en fait, ils sont tous obligés de passer par le centre média. Et du coup, je les shootais tous. Donc, j'ai beaucoup apprécié travailler avec tous ces athlètes-là. Notamment Noah Lyles, c'est le gars du 100 mètres.
Celui qui dit que t'es champion NBA, t'es pas champion du monde. C'est ça, ouais. C'est ça. Bah, ce gars-là, en fait, il est assez spécial, tu vois. Il est un peu dans son monde. Il a vraiment la manière dont il pense, la manière dont il agit. Il est un peu dans son monde, tu vois. Et il veut vraiment être la figure du 100 mètres. C'est le mec, c'est le favori pour les JO, pour le 100 mètres. Il a gagné les championnats du monde. Il a gagné le 200 mètres aussi. Et en fait, il était assez froid au départ. Et au fur et à mesure qu'on shootait les contenus, parce qu'il a dû passer pas mal de fois au centre média, tu vois. Donc, il est passé la première fois et il pensait que ça allait être des contenus un peu comme il a l'habitude de faire, comme n'importe quel photographe. Et en fait, il a vite vu que ce que je faisais, c'était assez spécial. Donc, ça, j'ai vraiment apprécié. Et son attitude, elle a un peu changé dès la deuxième rencontre, tu vois. Tu voyais direct que, ah ouais, ce mec-là, il fait des photos un peu mieux que les autres. Vas-y, je vais lui donner un peu plus. Et là, il me faisait un peu plus confiance, il se lâchait un peu plus dans le shoot, il répondait à mes idées, tu vois. Quand je lui disais vas-y, fais ci, fais ça, il posait pas de questions, tu vois. Donc en fait, ça a ouvert des portes de ouf. Et quand il a gagné les médailles, on a pris des photos incroyables. Il était là, il se lâchait de ouf. Et ces photos-là, c'est des photos en or parce que, littéralement en or parce qu'il avait ses médailles d'or. Il était hyper heureux. Et maintenant, on est potes. Limite, il m'écrit tout le temps. Je l'ai revu au show Boss à Milan. Il était invité de Boss. Donc, quand il m'a vu, il a fait un grand sourire, tu vois. Et là, t'as tous les clients de Boss. Mais d'où tu connais Noah Lyles Ouais. Donc, c'est vraiment. Ça t'aide à gagner en crédibilité. Ouais. T'es déjà assez crédible, mais c'est jamais de trop, quoi, tu vois. Ah, c'est ça, en fait. Le but, c'est faut baigner dans ce milieu-là parce que les marques, en fait, elles vont t'embaucher ou te mettre dans ces situations-là si elles voient que ces talents-là, en fait, ils te demandent. En gros, il y a plein de gens, avant que j'aille shooter un événement pour Boss, ils vont demander à Boss, est-ce qu'on peut avoir Bilal comme photographe, tu vois. Donc, quand les clients ils voient ça, ils disent, ah ouais, ok, d'accord, ce mec-là, il a du poids, quoi. Il faut qu'on l'ait pour notre événement. Et c'est quoi, parce qu'on te voit aussi souvent prendre shooter les stars pendant les Fashion Week, où là, je pense, c'est pas du Media Center, t'as pas non plus 30 minutes pour faire tes photos. Dans ces moments-là, c'est un peu plus de pression encore, ou alors c'est full plaisir? En fait, Fashion Week, c'est vraiment l'entraînement, tu vois. C'est vrai? Ok. Ah ouais. En fait, si tu sais faire des bonnes photos, si t'as les gros. Après, t'as différentes catégories de talents à la Fashion Week. T'as les méga célébrités, genre Kylie Jenner, Kendall Jenner, tout ça, tu vois. Et en fait, ces gens-là, c'est très difficile à avoir parce qu'elles arrivent en van et elles descendent du van avec 4 vigiles autour d'elles et tout. Donc, si t'arrives à prendre une bonne photo d'elles, t'as tout gagné, quoi. Parce que les gens, ils disent, ah ok, ils savent. Les marques, elles savent que c'est hyper difficile d'avoir une belle photo de ces personnes-là quand il y a un très court laps de temps dans lesquels tu peux avoir la fenêtre de shoot, tu vois. Après, tu as tous les autres influenceurs qui passent un peu plus de temps dans la rue à faire les modèles pour avoir toutes les photos de tous les photographes autour. Donc finalement, la Fashion Week, c'est l'entraînement et ça te permet de passer un message et de dire que tu arrives à prendre des belles photos dans des environnements très compétitifs, très busy, très à haute pression. Donc ça, c'est juste le message que tu dois communiquer en prenant ces photos-là, tu vois. C'est quoi pour toi les qualités essentielles maintenant là pour être un bon photographe de ton niveau? Je pense qu'il faut déjà juste apprendre les bases, hein. Les bases, la règle des tiers, développer un œil. Et développer un œil, ça se fait en ayant toujours ta caméra sur toi et en documentant ta vie de tous les jours, tu vois. Je faisais que ce soit tes voyages, que ce soit tu vas voir tes potes pour un resto ou quoi, ramène ta petite caméra, tu vois, tu vas être un peu le créateur. Au début, tout le monde va te foutre de ta gueule, ils vont dire ah tu te prends pour un créateur, tu vois, oh lâche ta caméra, Bilal tu l'influenceur, vois, c'est ça, ouais, tu te prends pour un influenceur. Franchement, si se prendre pour un influenceur, c'est se retrouver à shooter Roger Federer à la fin, moi ça me va, hein. Tu peux me traiter d'influenceur autant que tu veux. Donc finalement, c'est juste avoir le truc, tu vois, faut oser en fait. Oser avoir sa caméra tout le temps avec soi. Et en fait, c'est que comme ça que tu peux développer un œil. Et une fois que tu as développé cet œil-là, faut avoir le courage de partager ce que tu vois. Et ça fait peur, tu vois. Tu dis, plein de gens ils me disent, comment tu fais pour partager tous les jours? Moi, si je commence à partager tous les jours, les gens ils vont se foutre de ma gueule ou je vais avoir 3 likes et tout. Mais qu'est-ce que tu t'en fous des likes en fait? Poster, ça te permet en fait de voir ton travail.
de voir ton travail au jour le jour. Si tu le gardes dans ta pellicule, tu le verras pas autant que si tu le postes sur Insta. Et ça m'a beaucoup aidé. Une fois que j'étais débridé, je me suis dit, bah en fait, je travaille pas pour les autres, je travaille pour moi. Et quand je regarde mon travail, bah, je vois clairement une progression, je vois clairement ce qu'une marque pourrait vouloir. Et c'est ça qui m'aide un peu à me démarquer là-dessus. Donc, poster mon travail, c'était vraiment ce qui m'a ouvert les yeux et donné les clés pour la suite. Et avant, tu parlais de 60 000 euros l'année à Adidas. Bon, après, on parle de chiffre ou pas, mais maintenant, tu es plus aux alentours de combien? Bah ouais, carrément, ça me dérange pas de parler de chiffres du tout, hein. Là, je suis associé avec un de mes meilleurs potes en Allemagne. C'est un Allemand, il s'appelle Vincent. Et on travaille très bien ensemble. Et il s'occupe beaucoup de la partie administrative qui est allemande. Et c'est un très bon photographe aussi. Et puis moi, j'ai beaucoup de connexions. Donc je ramène pas mal de business à la boîte. J'ai aussi la vision, je suis un peu creative director, donc j'arrive à venir avec des concepts, tout ça, et je shoot photos, vidéos, et j'édite aussi, donc ça c'est mon rôle. Et en gros, là on part, on a des très bons clients, et on est à peu près sur une année à 350K. La première année ça va faire 1 an qu'on a monté la boîte, on va être à, je pense, entre 350, 400K sur l'année. Pas mal. Pour une première année en plus? Pour une première année à 2. Ouais. C'est pas mal. C'est fini les Deliveroo. Ah, c'est fini les Deliveroo. Ça reste un bon souvenir. Ça m'a permis de me dire... Mais de toute façon, quand tu écoutes le parcours globalement, tu as vraiment l'impression que chaque expérience t'a amené vers la suivante. Enfin, tu sais, l'effet papillon. Enfin, toi, j'ai l'impression que c'est vraiment full effect, tu vois. Exactement. T'as appris plein de choses. Et puis, comme tu disais, se servir de chaque opportunité. T'as appris des trucs, t'es passé à la suivante. Et puis, même quand t'étais safe chez Adidas, bon, bah, il y a ça. Et donc maintenant, c'est quoi la suite? Tu veux encore changer, aller vers un autre métier, ou alors là, tu dois faire ça à vie? Écoute, moi, je vois ça comme... Je vois la prod, en fait. La prod, c'est hyper fatigant. Donc, littéralement, je vis dans une valise, tu vois. J'ai toujours ma base à Nuremberg, donc je suis toujours basé en Allemagne, dans le même appart où j'ai commencé. Et ça me permet un peu de garder aussi un peu les pieds sur terre. Quand je retourne à Nuremberg, en fait, c'est hyper calme. Ça me permet de me recentrer. Et c'est assez stratégique comme position, donc ça me permet de voyager assez facilement. Mais le truc, c'est que j'arrive à Nuremberg, je déballe ma valise, je fais 2-3 machines, et puis je suis déjà sur un autre job à l'autre bout de l'Europe ou du monde, tu vois. Donc pour moi, en fait, la prod, c'est vraiment une porte d'entrée pour connecter avec un maximum de personnes. Parce que quand tu prends des photos de quelqu'un, ils se souviendront toute leur vie de toi, tu vois. Ils se diront, ah, ce mec-là, il a pris une bonne photo de moi. Je me souviens, je l'avais mis à cet endroit-là et il a réussi à faire de mon événement un truc ouf. Donc, le but, c'est de connecter avec un maximum de personnes pour, par la suite, bah, si j'ai envie de changer de business ou de pivoter ou de mettre des gens en charge pour ma boîte de prod, que je puisse faire quelque chose d'autre, tu vois. J'adore les voitures. Donc, je me dis qu'un rêve, ça serait d'ouvrir une collection de voitures, ou tu vois, ou genre peut-être d'avoir des voitures de luxe ou des trucs comme ça, tu vois. J'adore ça. Ou la suite, ce serait peut-être aussi d'ouvrir un studio à Berlin, dans une grande ville, pour avoir vraiment un pied à terre assez crédible, pour un studio assez créatif. Ça serait cool. Mais je vois la prod comme une grosse porte d'entrée vers la suite, tu vois. Et je sais pas encore ce que ça va être la suite, mais j'ai 2-3 petites idées pour le moment. Et des événements de sport ou d'athlètes que tu as vus en live, donc pas sur une journée comme avec Roger Federer sur du shooting, mais plus, je sais pas, sur un entraînement ou sur un match, c'est quel athlète qui t'a le plus... tu me parlais d'une Kenyane là, qui était championne du monde de marathon. C'est quel de ces athlètes qui t'a vraiment le plus marqué? Tu t'es dit, waouh, c'est une machine, quoi. Quand je réfléchis, je me dis... Ouais, j'étais au Kenya, comme je t'avais raconté l'histoire hier. C'était Pérez Jepchirchir, c'est vraiment la GOAT du marathon féminin. J'étais allé au Kenya pour un tournage il y a 2 ans. Et la discipline de travail est assez folle. Quand elle se lève à 5h30 du matin, elle va courir. Il y a un groupe de pacers, comme ils appellent ça. C'est un groupe d'hommes, parce que elles aiment pas s'entraîner entre filles. C'est assez compétitif là-bas. Okay. Et surtout qu'il n'y a pas beaucoup de filles
qui peuvent Courir la à son suivre, rythme, ouais. et Ok. qui vont à son rythme. Il y a très peu de filles qui vont à son rythme. Donc finalement, son groupe d'entraînement, c'est que des hommes. Et du coup, ils viennent la récupérer. Je crois qu'il doit être 5-6 pacers. Ils l'attendent à 5h30 devant chez elle. Et ils vont faire un entraînement en forêt. Une balade. Une balade en forêt de 21 km pour s'échauffer. Et c'est seulement après les 21 km qu'ils commencent à faire des répétitions, des tracks, des trucs, des machins. Mais ils vont à une allure folle. On les suivait en mobilette. Donc il y avait un Kenyan avec sa mobilette. C'est des locaux qui ils ont l'habitude, hein, parce que au Kenya là-bas c'est l'épicentre du running. Il y a aussi le champion du monde de Nike, Kipchoge, qui s'entraîne là-bas. C'est assez haut en altitude, donc pour l'oxygène et tout, c'est hyper important qu'ils s'entraînent à cette altitude-là. Donc j'étais à l'arrière d'une mobilette, t'avais le mec qui conduisait, et nous, bah, du coup, on était dos à dos avec le mec sur la mobilette. Moi, j'avais mon stabilisateur, ma caméra, et genre, il y avait elle qui courait dans la poussière. Donc ça veut dire que t'avais la poussière qui se soulevait, t'avais le soleil en arrière-plan qui se levait. Je me dis, mais on est où là, quoi? Ouais. C'est une expérience assez incroyable. Et t'as une femme qui court aussi vite qu'une mobilette, quoi. Une femme qui court littéralement aussi vite qu'une mobilette, en montée entre les cailloux, dans la poussière. Et je dis, mais c'est quand même une expérience que très 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 peu de personnes peuvent avoir. Il y a combien de personnes qui ont shooté à l'arrière d'une mobilette à 5h30 du mat, Ouais. la championne du monde de marathon, quoi. Et là, tu te dis tous les matins, je voulais pas me lever pour aller faire 10 pompes. C'est dingue. Attends, mais surtout, sa journée ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'à 7h, elle finit son entraînement, elle rentre chez elle, et elle commence à faire la popote pour sa famille. Elle nous a invités à manger. Elle a invité toute la prod Adidas à manger. Elle nous sortait des grandes marmites de riz, des marmites avec du poulet, yassa, je sais Ah pas ouais. quoi. Elle vient, on était dans son salon, tous en tailleur, avec des petits, on mangeait tout ça avec les mains comme ça. On était là, mais c'est complètement fou. Et après, elle va recourir derrière. Ouais, après elle a son entraînement du soir, sa petite session de track à régler avec son entraîneur. Non, je crois qu'elle a même plus d'entraîneur, elle s'entraîne toute seule. Ah ouais, Elle s'entraîne au feeling. plus besoin, quoi. Ouais, je crois qu'elle a dit ouais, je préfère m'entraîner au feeling. Et à partir du moment où elle a dit ça, elle a commencé à gagner 3 marathons de suite. Et voilà, elle se lève le matin, elle va s'entraîner au feeling. Et toi, t'as toujours été un grand fan de Steph Curry? T'as eu la chance de le voir l'année dernière, il me semble, non? Ça c'est un souvenir assez incroyable. Pareil, à l'imposture. Je vais à San Francisco. J'ai un très bon pote à moi qui habite là-bas. Du coup, bah, je paye pas l'hébergement, donc c'est hyper cool. Du coup, je vais là-bas et je dis, mon rêve ultime, c'était de voir Stephen Curry jouer. C'est mon idole. Je le suis depuis que j'ai commencé le basket. C'était Ouais. mon idole ultime. T'étais un des premiers d'ailleurs, Un des premiers. genre vraiment à croire en lui. Enfin, un des premiers, on abuse, mais 2011, 2012, quand il était blessé, tout le monde se moquait de toi. Mm. Et t'étais là, non, mais il est trop fort. Ah, moi, j'étais amoureux de son style. Ouais. Je regardais jouer, je dis, mais je veux être comme lui, quoi. Je regardais des compiles YouTube de nuit et jour quand j'avais le temps, tu vois, entre les entraînements au Gay-Lussac. Mais je me suis dit, jamais j'aurai l'occasion de le voir jouer avant sa retraite, tu vois. Je me dis, mais quand est-ce que je vais pouvoir le voir jouer? Et en fait, le contenu, la caméra, tout ce développement, ça m'a permis de rendre ce rêve un peu plus réalisable. Et l'année dernière, je dis, bon, bah, je vais à San Francisco. Et en allant à San Francisco, je lui dis, bah, je vais regarder les matchs de Golden State, voir s'il y a un match ou un truc. Et là, je vois Golden State qui va jouer, tu vois. Et je dis, bon, bah, c'est le moment. Je regarde les places. Je me dis, bon, bah, je vais pas prendre une place à $80 tout en haut. Si déjà, je vis le rêve à fond. Donc, je prends une place à $500 qui est juste derrière le panier. Donc, peut-être 10 rangs au-dessus derrière le panier. Et je me dis, bon, bah, c'est parfait parce qu'en fait, cette place-là, elle permet de te balader un peu partout au bord du terrain, tu vois. Enfin, sans te faire choper, quoi. Parce que si t'es tout en haut, bah, tu peux pas accéder. Il y a des portes et tout, il y a des gars qui contrôlent. Mais si t'es vraiment au bord du terrain, derrière le panier, bah, en fait, finalement, peu importe où tu sois, tu peux un peu te balader partout. Et je prends 2 places, donc $1000 pour moi et mon pote. Et on s'installe dans l'arène. Et entre les cartons et tout, à chaque fois, je me déplaçais d'une ou 2 places. Jusqu'au moment où, à la mi-temps, ils disent, je sais pas, il y a le mec de la sécurité qui regardait à droite ou à gauche, tu vois. Et là, je me passe un peu dans son dos
et je me retrouve à 2 mètres derrière le banc de Golden State avec Steph Curry qui enlève son maillot d'échauffement, et j'étais là, mais c'est incroyable. Incroyable. C'était les Clippers qui jouaient, il y avait James Harden aussi, il y avait Klay Thompson, il y avait tout le monde, et j'avais ma petite caméra que j'avais réussi à faire rentrer. Donc j'avais filé l'objectif à mon pote et j'avais gardé l'appareil photo avec moi, et on avait magouillé pour le faire rentrer, et j'ai réussi à faire des contenus qui ont très bien marché sur les réseaux, ça avait fait des vues, et c'était un très bon souvenir. Voilà. C'est magnifique. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Tu as déjà vu beaucoup de stars, beaucoup d'idoles. C'est quoi maintenant l'athlète ultime ou la célébrité ultime que tu aimerais shooter? Ben, franchement, il y a toujours, même avec tout ce dont on a parlé, finalement, quand tu réfléchis, je suis toujours en train de me glisser dans les événements. C'est pas j'appelle pas ça une galère, parce que c'est un peu ça qui me permet de raconter des histoires et d'avoir des trucs à raconter. Mais j'aimerais bien être invité, tu vois. Genre, par exemple, le All-Star Game, pareil, je me suis un peu faufilé. J'ai réussi à avoir des contenus assez cool. Plein de trucs qui ont fait des millions et des millions de vues. Et juste par le fait que je me sois incrusté à ces événements-là. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est vraiment d'être invité, d'être la référence sur ces événements-là, et puis de recevoir des invitations, que j'ai plus à galérer, que j'ai plus à me faufiler, quoi, que je sois vraiment accueilli en tant que guest ou que créatif à ces événements-là. Donc, la route est encore longue pour se faire accepter et être la référence. Surtout que moi, je fais beaucoup de choses, je fais pas que du sport, je fais pas que du fashion, je fais pas que de la voiture ou de la Formule 1, je fais vraiment de tout. Okay. Donc c'est pas forcément les gens ils peuvent être vite assez perdus et me dire ah ok, c'est un créateur, mais il fait de tout, donc il est pas spécialisé là-dessus. Est-ce qu'on va griller une invitation pour ce mec là? Donc ouais, dans le futur, ce serait vraiment d'être invité à ces gros temps forts. Bon, bah, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. En tout cas, parcours super inspirant. Et puis, c'est que le début. J'ai l'impression que ça fait 15 ans que tu fais ça. Alors qu'au final, Coupe du Monde au Qatar, c'est il n'y a pas si longtemps. Donc, non, je pense que si t'as l'état d'esprit, t'as tout. Donc, il n'y a pas de raison. On se refera un épisode 2 dans 15 ans quand t'auras shooté. Même l'année prochaine, hein. Là, je suis déter, donc je sais pas où je termine l'année prochaine. J'espère que ça aura bien avancé déjà. Ok, bon, voilà. Merci encore Bilal. Allez, merci pour l'accueil. Toi aussi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avance. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux de Lab Basketball pour découvrir tous nos projets. À bientôt.